Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Ah, c'est vrai, Greta Thunberg, la jeune Greta Garbo des écologistes, la Shirley Temple des rintintins du réchauffement climatique, formidable. Et puis, écoutez, moi je suis très heureux de recevoir, on avait déjà reçu Bérénice Levé, philosophe, essayiste pour un président de livre. Et là, je vais vous le dire, en général, on reçoit que des personnes qui ont des livres qu'on aime. C'est pas la peine de perdre son temps à recevoir des gens qu'on n'aime pas, je veux dire, non pas des gens qu'on n'aime pas, mais des livres qui ne nous apportent rien. Et ça, je dirais que l'écologie ou l'ivresse de la table rase, c'est un livre vraiment, pour moi, à distribuer dans les écoles, à lire partout, parce qu'elle résume très bien ce qui s'est passé dans cette espèce de furie, non pas écologiste, mais dans cette espèce d'écologie devenue religion, devenue secte, etc. Et elle montre, c'est un miroir, vous montrez très bien, un miroir qui réfléchit, Bérénice Levé, et vous montrez très bien ce qui s'est passé, et cette espèce de vent de panique incroyable, qui touche tout. Et vous citez Marcel Gauchet, et c'est très joli, vous citez Rimbaud, vous citez beaucoup de personnes, et à chaque fois à juste titre. Et Marcel Gauchet disait « Sous l'amour de la nature, la haine des hommes ». C'est un peu ça ? Oui, en effet. La seule chose, c'est que Marcel Gauchet a été pionnier en ce domaine pour comprendre de quoi il retournait finalement dans l'écologie. Mais il y a quand même une très grande évolution. Donc nous étions en 1990 quand Marcel Gauchet établit ce très pertinent diagnostic, sous l'amour de la nature, la haine des hommes, la haine de l'homme, la haine de l'humanité. Et finalement, si vous voulez, au fil du temps, les choses se sont précisées, parce que ce n'est pas l'homme en général, c'est l'homme occidental. Et tout consiste à intenter, à ajouter de nouveaux éléments au procès que nous avons formé, intenté à l'humanité occidentale, à la forme de vie occidentale et à le mâle blanc hétérosexuel, parce que c'est lui qui pollue, c'est lui qui ne peut pas se séparer de sa voiture, qui consomme de la viande. Enfin, il cristallise finalement tous les péchés, il en est l'incarnation. Et donc, si vous voulez, c'est ça quand même qui est très très intéressant dans l'évolution de cette idéologie, c'est que Gauchet avait tout à fait raison. Au tout début, au moment où vraiment le mouvement écologiste prend de l'ampleur, il y a, parce que vous avez le sentiment, et c'est encore le cas, que l'homme, l'être humain, celui qui transforme la nature, est l'ennemi absolu. Donc ça, on reste avec une chose absolument étonnante, c'est que finalement, le début de la fin, c'est avec l'âge néolithique. À partir du moment où l'homme s'installe et commence à cultiver, au fond, ce qui est la chasse et la cueillette. Voilà, dès la chasse et la cueillette. Dès la chasse et la cueillette. Voilà, alors très important, vous prononcez le mot prédateur, c'est cela qui est intéressant, c'est que finalement, cette écologie s'inscrit dans le grand récit de tout la Vogue culture, justement, qui vient nous raconter que toute l'histoire de l'Occident se résume à la domination par l'homme blanc hétérosexuel de tout ce qui n'est pas lui. Donc les femmes, les noirs, les musulmans, et puis donc la terre, le climat, les animaux, et en plus catholiques, parce que ça c'est important, catholiques ou juifs. Voilà vraiment la cible. Et alors pourquoi je disais que le mot prédation que vous avez utilisé est très pertinent, c'est que depuis l'apparition de l'écoféminisme, et sans doute, alors moi j'attribue cela à l'influence du mouvement MeToo, le mot domination, qui était la clé qui ouvrait toutes les serrures depuis Foucault, eh bien désormais c'est le terme prédation qui s'installe, parce que l'image est encore plus effrayante, puisqu'il y a un prédateur et il y a des proies. Alors ça, au moment de MeToo, on a beaucoup vu cette rhétorique. La concurrence victimaire peut se donner exactement. C'est pourquoi cette intersectionnalité qu'il revendique trouve ici sa pâture.
Et c'est très intéressant et on va en parler, on va prendre le temps de parler de tous ces sujets. Ce qui est aussi très intéressant, on va en parler après les informations, mais je voudrais citer, là aussi vous avez eu de très beaux exergues, la phrase de Francis Ponge, magnifique poète, le grand poète Francis Ponge, le parti pris des choses. Il faut remettre l'homme à sa place dans la nature, elle est assez honorable. Il faut replacer l'homme à son rang dans la nature, il est assez haut, contrairement à ce que disent nos idéologues. Et on va en parler tout de suite avec Bérénice Levé après les informations. Et si vous voulez évoquer justement cette nature et ce tableau historique, philosophique et ancestral avec Bérénice Levé, vous nous appelez au 0826 300 300. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est quelque chose, l'écologie, c'est son nouveau livre remarquable aux éditions de l'Observatoire. Et Bérénice Levé, vous dites, au fond, on veut fabriquer, comme le voulaient peut-être effectivement les marxistes, mais ça n'a plus rien à voir. On veut fabriquer un homme nouveau, une femme nouvelle, en tout cas un être nouveau. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, nous avons 8 maires écologistes en France et dans de très grandes villes. Lyon, Grenoble, voilà, Poitiers, etc. Nantes, je crois. Pas Nantes. Bordeaux. Oui, Grenoble Bordeaux, aussi. Voilà. Bordeaux, très important. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, et on a vu Greta, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, ce que veulent ces écolos un peu idéologues et très idéologues, qu'est-ce que c'est que cet homme nouveau qu'ils veulent fabriquer, en fait? Cet homme nouveau, c'est un homme vraiment régénéré, parce qu'effectivement, il y a le précédent des totalitarismes du XXe siècle, mais il y a aussi la Révolution française, et donc on est dans ce même esprit, où l'homme, finalement, n'est plus que de la matière, que l'on va refaçonner selon une certaine idée. Alors donc, une espèce qui ne sera plus qui ne sera plus carnivore et sera exclusivement végane, ne jamais tenir compte du donné naturel, du donné qui est l'humaine nature. On peut dire ne jamais tenir compte du réel. C'est tout l'enjeu finalement de ce livre, c'est que j'aurais voulu que l'écologie soit l'occasion d'être rapatriée sur Terre dans le monde concret, sensible, charnel, dont nous a éloigné le primat de l'économie, toutes ces considérations. Donc nous avions cette chance, et en définitive avec cette écologie qui s'interpose entre nous et puis cette prise de conscience de ce que nous avions rompu, un pacte signé depuis longtemps avec la nature, eh bien finalement nous sommes embarqués dans une nouvelle fiction. Mais oui, parce que précisons juste, Bérénice Levé, vous n'êtes pas anti-environnement, vous n'êtes pas anti-écologiste. Voilà, je vous remercie de me permettre de préciser cela, parce que j'ai eu des recensions qui m'accusent au contraire. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu, mon prologue s'intitule « Une victoire à la Pyrrhus », parce que, le fait que les questions environnementales, que le traitement réservé aux bêtes soit sur le devant de la scène, me semble extrêmement important. Et puis surtout, si vous voulez, je crois que on s'afflige souvent, et à très juste titre, de ce que l'homme contemporain est appauvri intellectuellement, abêti. Mais je crois que l'autre chose très préoccupante, c'est le vocabulaire de sa sensibilité qui a été violé, bafoué, qui n'a plus été nourri par des choses fines. Et donc là, c'était l'occasion justement de rouvrir les yeux sur le monde, de voir les nuances du réel, au lieu de ne voir que des réalités comptable. Et là, enfin, et finalement, nous ça a été dévoyé. Mais ça a été totalement dévoyé, prise en main ou préempté par la gauche. Alors que c'est ce que j'essaie de montrer dans la dernière partie, on aurait pu avoir une autre tradition et qui s'inscrirait philosophiquement dans des références telles que celle de Simone Veil, la philosophe. Oui, mais mais quelle gauche? Et là, vous posez le problème fondamental. Car la gauche Orwell, la gauche, même Jaurès, etc., s'occuper du peuple. C'est-à-dire s'occuper d'abord du bien-être des gens, et pas en leur disant vous allez vous mutiler ou vous allez muter pour être bien. C'est ça. Oui, bien sûr. Ça va au-delà de gauche-droite. Oui, bien sûr, c'est au-delà. Et c'est vraiment, c'est pour ça que je parle d'ivresse, c'est cette jubilation, cette exaltation de... Alors vous avez constaté l'importance et l'invasion de la sphère publique par ce mot de se réinventer. C'est le grand mot d'Anne Hidalgo. On réinvente Paris, on réinvente
de tout. Oui, quand on revégétalise pas. Voilà, exactement. Ou quand on, selon le mot du maire de Lyon, Piolle, de Grenoble. De Grenoble, potagiser. Potagiser, voilà, les enfants vont potagiser dans les écoles. Et comme la mère, ce qui dit laquelle Oui, Léonore Mauconduit voilà. à Poitiers. Alors on en avait un exemple frappant. D'ailleurs, je crois que si tout le monde s'est ému, c'est que elle vendait la mèche en quelque sorte quand elle a parlé de changer le rêve des enfants, hein, le rêve de voler, de prendre l'avion. Il fallait les en guérir à jamais. Et donc elle appelait à changer l'imaginaire. Et là, on voit à quel point ils entendent pénétrer dans nos consciences, pénétrer dans un donné de l'existence. C'est Orwell, hein. Mais bien sûr, parce que lavons les cerveaux, là. Brainwashing. Voilà, oui, c'est vraiment, c'est vraiment cela. Et c'est quoi? C'est au nom, Bérénice Levé, alors vous en parlez dans votre livre assez longuement, c'est au nom quoi? Idéologie, c'est toujours le camp du bien, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, c'est ça qu'il faut faire, c'est... Oui, il y a des confidents de l'absolu, du sens de l'histoire, hein, de la direction dans laquelle nous devons marcher et ce paradis sur terre qui nous serait réservé. Toujours la ligne juste. Oui, et avec cette idée comme ça de grande réconciliation, de grande béatitude. Alors je consacre un chapitre entier aux éoliennes, mais c'est tout à fait caractéristique. Les publicités vous montrent toujours des enfants qui courent vers les éoliennes comme l'innocence court vers le nouveau monde. Donc il y a aussi tout cet imaginaire. J'invoque, je me place même sous le signe de Milan Kundera, mais de cette grande marche, hein, de mettre toujours l'humanité en mouvement et jamais, alors et on revient à l'idée d'être rapatrié sur Terre, jamais habiter le monde qui nous est donné, l'aménager, voilà, tel qu'il est, puis l'aménager pour le rendre amical aux hommes. Hein. Vous connaissez la phrase de Orwell, justement, l'humanité n'est pas, le monde n'est pas doux, mais la condition humaine n'est pas douce, mais elle peut être adoucie. Donc ça a été toujours ça, le souci des civilisations, c'est de rendre ce séjour terrestre plus doux, plus amène, mais non pas de le rendre parfait. À chaque fois qu'il y a eu des velléités de réaliser le paradis sur Terre, les choses tournent fatalement et funestement. Et à l'enfer, ça tourne à l'enfer. Ça tourne à l'enfer. Mais là, on est... c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que il ne faut pas croire que leur objet soit simplement de sauver, préserver, conserver. Au contraire, je cite une phrase de Julien Bayou où il dit cette ivresse, le porte-parole de Europe Écologie Les Verts, et qui parle de ces ruines qu'on accumule, mais avec la promesse justement d'un nouveau monde. Et c'est pourquoi, si vous voulez, il charge tant notre civilisation, parce que ça justifie encore plus le grand remplacement dans un autre sens. Vous savez, je cite, alors bon, je cite beaucoup, mais j'ai trouvé cette phrase de Walter Benjamin qui résume l'esprit qui préside, le philosophe Walter Benjamin. On s'aperçoit à quel point le monde se trouve simplifié dès lors qu'on le considère comme digne de destruction. Donc, eux l'ont considéré comme digne de destruction, donc ils nous le racontent d'une façon simplissime, grimée exclusivement en noir, et donc il faut hâter la disparition du vieux monde. D'ailleurs, vous avez toujours ce sourire chez les écologistes, mais votre vieux monde a fait son temps. Et oui, c'est ça. Voilà, hein. Et oui, mais alors justement, prenons quelques exemples, parce que de cette espèce de volonté, en tout cas, de déstructuration ou de déconstruction, ils aiment beaucoup, déconstruire. Sandrine Rousseau, mon mari est déconstruit, j'en suis heureux. Mais alors, en quoi c'est lié, alors, justement, à tous ces... comment l'écologie a rejoint, ou en tout cas s'est fondu ou synthétise avec le féminisme, l'antiracisme décolonisé, le genre, etc. Comment est venue cette jonction? Oui, si vous voulez, en plus, pour moi, c'est la continuité finalement de mes précédents livres. C'est que je cherche à comprendre, si vous voulez, toute cette passion de rabougrir, de rétrécir l'être humain. Au lieu de prendre appui sur ce qu'il est, sur les dispositions qui sont les siennes, il y a vraiment
toutes ces idéologies, donc le genre, le néo-féminisme, donc cette écologie aujourd'hui, travaille justement à cette obsession de refaire l'humaine nature. C'est là qu'il se retrouve. Alors je vous dis, avec cet abcès de fixation qu'est la civilisation occidentale. Et alors ce qui est très préoccupant aussi, c'est qu'il y a de grandes voix autorisées comme celle de Philippe Descola, professeur au Collège de France, de Bruno Latour, qui appuient cette idée que les seules ressources, si nous voulons éviter l'apocalypse, et donc réparer ce que les générations précédentes auraient cassé, nous aurions à nous inspirer des autres civilisations. Oui. Qui, elles, ont compris, comme chacun sait, et qui n'ont jamais fait de destruction, de prédation, de massacre, etc. Exactement. Et donc c'est pourquoi, alors il y a toute une partie de mon analyse qui est justement d'examiner la politique qu'ils mettent en œuvre, etc. Mais il y a aussi une partie où j'essaie de montrer que les ressources contre les excès de la civilisation industrielle, des choix que nous avons faits à partir de la modernité, ces ressources sont dans notre civilisation, on va en parler tout de suite. Après, oui, l'autre écologie que l'on pourrait faire, on en parle après ceci. Et nous n'entrerons pas dans votre conscience si vous nous appelez au 0826 300 300. Simplement le dialogue à partir de 13h30. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le conseil municipal. Et nous rappelions avec Bérénice Levé, auteur de ce livre remarquable, vraiment l'écologie aux l'ivresse de la table rase, paru aux éditions de l'Observatoire. On rappelle, et on en avait parlé ici, auditeur de Sud Radio, vous devez vous en rappeler, dans l'émission, on l'avait cité en sonore, Madame Marie-Françoise Amar. Alors on va écouter, parce que c'était un grand moment de l'histoire humaine, c'était au conseil municipal de Strasbourg. Je crois qu'on l'a, Thibault. Le mot liminaire, qui peut être remplacé par un autre adjectif qui est animaux commensaux, mais tout simplement d'avoir par rapport à tous ces animaux une approche plus bienveillante, je dirais. Ces animaux, il faut bien comprendre, et vous le savez bien, qu'ils sont incapables de retourner vivre à l'état sauvage, et par conséquent, ils n'ont nulle part où aller. J'évoque une régulation douce, parce que c'est l'unique moyen de pouvoir, si je peux employer ce verbe, cohabiter au long cours avec ces animaux. Alors je précise que la conseillère municipale de Strasbourg parlait des punaises de lit et des rats, en disant il faut quand même ne pas les laisser comme ça, comme si elle parlait de demandeurs d'asile. En fait, il ne faut plus les appréhender comme des animaux nuisibles. Et alors, cet extrait est très important parce que ça dit le travail qu'ils opèrent au niveau de la langue. Et là aussi, on est dans un processus quand même qui rappelle les régimes totalitaires, c'est-à-dire que changer les mots pour changer le réel. Et alors, effectivement, liminaire, donc c'est celui qui est à la limesse, à la frontière du domestique et du sauvage. Et alors commensal, c'est plus extraordinaire encore, parce que ça veut dire que finalement, il se nourrit des reliefs de votre table, invitez-le, plutôt que de le regarder comme avec dégoût et de vouloir l'exterminer. Au contraire, invitez-le tel un commensal. Donc le rapport à la langue, ça, j'y consacre un très long chapitre qui m'est cher, parce qu'évidemment, une des premières mesures que tous les maires écologistes ont pris est l'adoption de l'écriture inclusive, et notamment du point médian dans leurs documents administratifs, évidemment, plaçant leur pas dans la continuité de ceux de Anne Hidalgo, qui a opéré cette transaction à Paris. Donc ça, c'est très important. Et si vous voulez, alors là, on a l'autre aspect, c'est que on a les écologistes, et c'est les deux grands angles de mon analyse, comme facteur d'insécurité culturelle, au sens où ils menacent justement les mœurs, les traditions que nous avons héritées, et puis l'autre qui est toute cette complicité avec l'islamo-gauchisme, avec le féminisme, etc. Avec le genre, donc ça on le voit avec un prétendu antiracisme qui est en fait l'indigénisme. Et alors là, ce qui est important à comprendre, c'est que, et c'est pourquoi aussi j'ai écrit ce livre, nous sommes dans un entre-deux. Soit nous nous convertissons au modèle américain, qui est un
modèle qui donne la préséance aux identités de genre, de sexe, aux identités religieuses. Et donc il faut accorder de la reconnaissance, mais pas seulement de la reconnaissance. Vous avez constaté qu'un nouveau mot aussi s'est imposé, celui de la visibilité. Et on va le voir, tous les écologistes sont acquis à ces mettre concepts. en avant les minorités, mettre en avant. Alors etc., je constate, etc., ça a vraiment été une découverte au cours de cette enquête, une politique des droits culturels. Le droit culturel, c'est justement le droit des minorités et des diversités, indépendamment du contenu, mais le droit à ce qu'ils expriment leur prétendue culture, c'est-à-dire simplement leur identité. Alors, et donc, finalement, les écologistes sont totalement acquis à cette penser à cette politique. Soit, donc, on s'obstine, on s'attache au modèle que nous incarnons et où, justement, la préséance revient à l'identité nationale contre toutes les identités. Or, je montre aussi une chose qui m'a impressionnée, c'est que l'essentiel de ceux qui dirigent Europe Écologie Les Verts aujourd'hui sont nés dans les années 70. Et là, donc, le lien est établi avec mon crépuscule des idoles progressistes. C'est précisément cette génération à laquelle l'histoire de la France n'a plus été transmise. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner de ce qu'il soit totalement perméable aux doctrines venues et aux modèles incarnés par les pays anglo-saxons et notamment par l'Amérique, par les États-Unis. Donc si ils n'ont pas été, eux, n'ont pas connu ou presque pas pénétré du récit national. On ne leur a pas donné à aimer, à connaître le modèle français. Je cite une phrase de Balzac que j'aime infiniment. On pousse d'autant plus on pousse dehors d'autant plus facilement les grandes choses qu'on ne les comprend plus. Ouais. Donc on ne les comprend plus et qu'on ne les connaît plus. C'est bien que si on leur dit que finalement les individus doivent être reconnus dans leurs identités et leur diversité, ils n'ont rien à opposer à cela, puisqu'ils n'ont pas d'autre modèle de référence. Nous, justement, la France... Donc il y a eu une faillite de la pédagogie de l'éducation nationale. Souvenez-vous, je crois que c'est pour ce livre que vous m'aviez invité, pour les idoles du progressisme, c'est tout ce que je retraçais précisément de partir des années 70. Quelle idée de l'homme a prévalu? Avec l'alibi de la liberté, on décidait qu'on ne lui transmettrait plus le vieux monde, parce qu'il était naturellement, originellement... malfaisant et nuisible. Et original, créateur, en fait. Donc on n'avait pas besoin de l'instruire, au contraire, laissons-le s'épanouir. Voilà, s'épanouir. Mais comment ça se fait que, par exemple, quand même, il y a quand même des limites, etc. Alors, aussi la position qu'ont adopté l'écologie, nature et culture, je pense, du genre. Hein. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de biologie. Hein. Oui. Il n'y a que de la culture. Homme-femme, ça n'existe pas. Tout ça, c'est culturel. Le reste, voilà. Oui. Et immense contradiction. D'ailleurs, vous avez vu, jouant sur une citation de Rousseau, je dis qu'ils sont des hommes à paradoxe parce qu'ils sont des hommes à préjugés. Mais en effet, s'ils étaient cohérents avec eux-mêmes, et il n'y a guère que José Bové qui a montré quelques cohérences, c'est qu'ils feraient droit aux données naturelles, à la nature. Or, ils sont pro-PMA, pro-GPA, tout ce qui, justement... Oui, cette nature-là, elle n'existe pas. Voilà, cette nature-là, c'est pour ça. Voilà, parce qu'ils sont en même temps des militants du droit de l'individu. Hein, ils ont sacralisé cette figure contre justement la nation, contre la patrie. Donc c'est ça aussi l'énorme paradoxe, c'est qu'on leur confie des villes. Ils devraient se sentir garants, responsables de la continuité historique de ces villes dont ils sont devenus les princes. Non, ils ne les regardent que comme des laboratoires d'expérimentation d'une nouvelle forme d'humanité. Donc d'où le sapin que l'on supprime, aucun respect justement pour la singularité de chacune de ces villes, et on les aligne toutes sur le même modèle. Je le montre avec le budget genré auquel se convertissent toutes les municipalités. Et alors, ce que vous disiez là sur nature et culture et leur rapport au genre, ils sont pris en même temps dans le même paradoxe que le féminisme aujourd'hui, l'ensemble du féminisme aujourd'hui. C'est que à la fois, donc il n'y a pas de nature, en effet, adepte de la théorie du genre, nous sommes neutres naturellement, on peut avoir peut-être une anatomie, mais elle décide de rien. Parent deux, et on choisit son prénom, son nom, etc. On l'avait aussi expliqué, je crois, quand vous m'aviez invité, mais il considère que Simone de Beauvoir, finalement, s'est arrêtée en bon chemin. Nous ne naissons pas femmes, on le devient, mais il dit, si on ne naît pas femme, pourquoi le deviendrions-nous? Et au contraire, nous sommes libres de jouer
dénouer de toutes les identités possibles, parce que nous recélons. Où est le paradoxe? Le paradoxe, c'est qu'ils ne tiennent aucun compte justement de ce donné naturel. Et c'est là, si vous voulez, que c'est absolument incroyable, parce que Hannah Arendt ne réplique pas directement à Simone de Beauvoir, mais elles sont féministes. Enfin, non, Hannah Arendt est surtout pas féminisme, mais elle disait « Je suis née femme ». Et je le deviens. Et ce donné naturel m'inspire de la gratitude. La naissance et le devenir, c'est pas la même chose. Et puis il lui inspirait, puisque c'est un donné, et elle disait il faut voir dans tout don un cadeau. Elle en éprouvait de la gratitude d'être née femme. Et donc, si vous voulez, ils éliminent cette première couche de l'existence qui est le donné naturel. Donc pour des écologistes, c'est quand même le comble de la contradiction. Mais alors en même temps, donc ils sont pris dans un culturalisme, tout est construit, tout est culturel. Mais alors en même temps, comme ils veulent absolument affirmer les identités, en tant que femme, nous ne devrions plus jamais faire un pas de côté par rapport à notre identité de femme. On ne devrait même pas exister en tant que MeToo, puisque MeToo, c'est les femmes qui sont atteintes. Enfin, c'est mais si vous voulez, alors les fameux budgets genrés, c'est précisément pour faire que dans les musées, par exemple, ils ont mis les musées sous observation, des tableaux de femmes soient achetés, des expositions consacrées aux femmes soient organisées. Donc, alors en même temps, on n'existe pas comme femme, mais il y a quand même un militantisme de l'identité féminine qui doit être mis en avant. Donc, on va en parler de tout ça avec les auditeurs du Sud Radio. Vous voyez, il y a du pain sur la planche, et je vais vous dire, arrêtons la table rase, et il n'est que temps. Vous allez prendre la parole dans un instant en nous appelant au 0826 300 300. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un message quasiment antispéciste dans notre jingle. Nous sommes avec Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour André, bonjour Madame Levet. Et je vais faire une petite explication, je ne vais pas trop envahir votre antenne. En fait, je suis d'accord avec ce qu'explique Madame Levet sur ces pastèques, ce syncrétisme dans une sorte de religion écologique qui était considérée entre les wokistes, tout ce qui est intersectionnalité, les spaces et tout, ces pastèques en l'occurrence qui veulent nous imposer une sorte de philosophie, de mode de vie, etc. Tous ces gens-là sont complètement fous. C'est pas de l'écologie intelligente, c'est l'écologie bête et stupide. Et en plus, ces gens-là sont pour une grande partie des immigrationnistes en parlant des pastèques, puisqu'elle parlait du grand remplacement, Madame Levet. Et il y avait aussi le fait sur on n'en est pas femme, on le devient. Il y a une personne à qui il faut rendre hommage, c'est J.K. Rowling, qui actuellement subit les foudres. Bien sûr. On a débaptisé une section d'une école en Angleterre parce que des élèves étaient en désaccord. Déjà, on biberonne les élèves, on les conditionne comme le communisme conditionnait les enfants à une certaine époque. Mais moi, je vais être clair, tous ces gens-là disparaîtront si un jour on a un refroidissement climatique, parce que tous les anti-spécistes, tous les véganes, etc., il n'y aura plus de légumes à un moment donné. C'est qu'ils me font bien rire, ces gens-là. Ils veulent nous imposer des éoliennes alors qu'il faut mettre des centrales à gaz derrière. Ils critiquent le nucléaire alors que il n'y a pas de CO2. Oui, non, mais si vous voulez, c'est l'objet de mon livre, c'est de montrer que le prétendu sauvetage de la planète ou salut de la Terre, selon leur grande prétention, n'est jamais qu'un alibi à autre chose. C'est pourquoi, si vous voulez, j'ai écrit ce livre. C'est que quand on vote écologiste, sachons pourquoi on vote. Et là, ce n'est pas un procès d'intention que je leur fais, puisque étant à la tête de ces 8 villes dont nous avons parlé, vraiment que j'analyse en détail, on les voit à l'œuvre. Donc, et je tiens aussi à dire une chose, c'est que faut pas croire que Sandrine Rousseau serait le visage excessif de l'écologie aujourd'hui. Elle en est au contraire, de l'écologie politique et militante, associative, parce qu'évidemment il y a des initiatives qui sont très heureuses et salvatrices. Mais Sandrine Rousseau est le vrai visage de l'écologie. Et Jadot signe des tribunes dénonçant le patriarcat toujours actif dans nos civilisations. Je mentionne le privilège blanc. Le privilège blanc. Il est totalement aussi, lui, acquis à cette nouvelle langue et à ce nouveau modèle de civilisation. Donc, ne nous trompons pas sur le véritable objet. Ensuite,
nous devons au contraire nous mobiliser pleinement pour faire que, bon, moi j'insiste beaucoup sur ce point, mais que le primat de l'économie n'est plus raison de tout. Et c'est là que, quand on parlait des ressources que recèle notre civilisation, je crois beaucoup dans le modèle français, parce que le modèle français a toujours eu partie liée avec un certain attachement au paysage, à la terre. Nous avons des exploitations agricoles qui ne sont pas aussi démentielles que dans d'autres pays, où par exemple l'Allemagne qui s'est très aisément convertie aux fermes aux 1000 vaches, à toutes ces choses-là. Souvenez-vous, même Pompidou était très impatienté par ces agriculteurs qui tenaient quand même à leur petite structure. Et donc, nous avons nous pourrions être en tête d'un renouveau, d'un modèle, mais pourvu que nous assumions ce modèle comme exception française, liée au modèle français et aussi à l'esprit français. Hein, je cite cette phrase que j'adore, mais comment Madame de Staël définissait la civilisation française: la grâce, le goût, la gaieté. Le primat de cela, justement, sur la comptabilité, la technicité. Et, la modélisation et les tableaux Excel. Voilà, et le grand mot de Bernanos, le crime de nos politiques n'est pas de ne pas avoir servi la France, mais de ne pas s'en être servi. Alors ça fait 40 ans que nous ne nous servons pas du modèle français pour l'opposer justement à un modèle qui s'impose à travers le monde. Profitons de la crise climatique pour nous inspirer de notre propre modèle et la langue qui, voilà. On est d'accord, Bérénice. Merci Olivier pour votre appel. Nous allons maintenant prendre Denis qui nous appelle du Tarn et qui est petit-fils d'agriculteur à la retraite. Bonjour Denis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Bonjour, oui. Félicitations, Monsieur Berkov et Madame, je sais pas, je me rappelle plus. Madame Levé, oui. Voilà. Très bien. C'est vrai que l'écologie va tuer le monde agricole. C'est vrai. Moi, je suis, il dit petit-fils agriculteur. Non, je suis fils d'agriculteur parce que mon père était agriculteur. Après, c'est mes frères qui ont pris la ferme. Mais c'est une catastrophe. J'ai des neveux et des nièces qui ont repris la ferme. Mais c'est une catastrophe. Et comme je disais après celui qui a pris l'appel, on avait un député, nous, sur la question que c'est montagneux, c'est un élevage. Et comme je lui ai dit l'autre fois, quand je l'ai interpellé, j'ai dit, vous êtes allé signer le CETA, qui est un élu de la montagne. Mais le problème qu'il y a, il me dit, mais vous allez voir combien vous allez vendre les veaux. Les veaux, si vous voyez ça, c'est une catastrophe. Et quand on voit qu'il se lève, ma nièce se lève tous les matins à 5h30, je vais y garder ces deux enfants qu'elle a. Elle se lève à 5h30 pour des clopinettes, Mais on est gouverné par des gens qui sont sur une autre planète. Oui, non, alors, puis, vous avez raison, monsieur, c'est cette contradiction entre de grands discours en faveur justement d'un autre modèle agricole. Alors l'Europe nous impose des tas de prescriptions et puis d'un autre côté on signe le CETA. Donc c'est là que l'imposture se dévoile. C'est que le souci écologique n'est absolument pas porté alors par l'Union européenne, mais pas même par la France. Donc et sinon effectivement on ne signe pas de tels traités. Après dénoncer une agriculture intensive, le traitement réservé aux bêtes dans les abattoirs, c'est capital. Je consacre un chapitre entier à la viande parce que c'est très important justement de ne pas laisser croire avec les associations militantes que entre le modèle industriel et devenir végan, il n'y aurait aucune alternative. Au contraire, il y a une alternative et c'est une vive la bonne viande avec des animaux bien traités. Exactement. Et cela, c'est toute une chaîne de la vie qui plus est, parce que là aussi ils ont vu très court parce qu'ils sont végans, mais ils pensent pas un seul instant que l'animal il entretient un paysage, il entretient un lieu, il entretient la vie. Merci beaucoup Denis pour votre appel. Nous sommes maintenant à Nantes, Fief écologique avec Benoît. Bonjour. Oui, bonjour Benoît. Oui, bonjour André Berkop. Remerciements pour toutes vos émissions ainsi qu'à votre équipe. Merci à vous. L'ouvrage notamment de Bénéris Levé, oui. Levé, désolé, excusez-moi. Je vous en prie. Semble vraiment intéressant. Je pense que je vais en faire l'acquisition. Je vous remercie par avance. Je trouve que vous êtes très courageuse d'aborder ce sujet. Très courageuse. Juste de regarder ce qui se passe au niveau des élevages de volailles et de la grippe aviaire. Oui, tout à fait. Oui. On demande aux petits producteurs qui ont des élevages en plein air de détruire
leur patrimoine, et on laisse prospérer l'industrie. Ah oui, voilà, ça c'est un exemple. Ensuite, l'écologie, oui, Nantes vit l'écologie. Je me demande quand même pourquoi les gens qui sont si écolos que ça vont pas vivre à la campagne. Oui, c'est une bonne question. Certains y vont, mais en même temps, c'est pas une très bonne chose pour les campagnes malgré tout, puisqu'ils imposent leurs propres critères, quoi. Donc, ils arrivent et ils veulent là aussi refaçonner les campagnes. Alors les coqs, ils aimeraient bien qu'ils les laissent dormir. Donc, je ne sais, voyez. Non, mais je crois que le problème, il y a un autre problème qu'a évoqué juste avant que vous ne veniez, Bérénice Levé, quelqu'un qui disait, c'est Jean-Paul Pelleras, qui est un ancien agriculteur, qui est journaliste aujourd'hui, disait on aimerait bien, vous savez, que Barbara Pompili va faire une espèce de la transition écologique, va faire une espèce d'organe de surveillance, demandant au RS, au préfet de surveiller. Il dit on aimerait bien, et ça, que tous ces gens-là qui s'occupent de ça viennent un peu travailler par la terre pendant quelques temps. Ah non, ça bien sûr. Ça. Ah oui, non, mais je leur demande. Qu'ils décident pas de Paris. Alors ça aussi, c'est un point que je mets en avant, c'est que ils sont censés condamner le monde technocratique d'hier, mais comment se comportent-ils eux-mêmes? Et justement, on le disait tout à l'heure, ils se prétendent l'avant-garde éclairée, et donc ils ne tiennent compte d'aucune des réalités concrètes que vivent les agriculteurs, les paysans, les cultivateurs, et ils imposent leurs normes. Alors ça, ils sont donc, mais c'est la continuité. Alors je développe ce point de l'homme maître et possesseur de la nature. Si ce credo est compromis dans la crise écologiste, que font-ils eux-mêmes? Ils se comportent comme maîtres et possesseurs de la nature. On le voit avec les éoliennes ou dans l'indifférence. Le scandale des éoliennes. Voilà, le scandale des éoliennes. Et alors, j'ai trouvé extraordinaire une campagne de publicité. Vous avez sans doute vu, je la cite en ouverture de mon chapitre sur les éoliennes, une campagne de publicité de EDF qui disait hier le vent c'était juste du vent et désormais ça va être de l'énergie, etc. Donc si vous voulez, ce vent qui ne servait à rien, EDF vend la mèche, enfin elle va être rentable, le vent va être rentable, il ne se contentera pas de soulever les jupons des filles. Il y a pire, ceux qui ne disent pas, et quand il n'y a pas de vent, elles fonctionnent comment les éoliennes? Mais c'est tout ce que j'établis, c'est que c'est une mascarade complète. On a l'exemple en plus de l'Allemagne pour nous instruire. Ils ont été obligés de rouvrir des usines à charbon, précisément parce que le vent a ses caprices et que nous ne le commandons pas encore, et si bien que aucun pays ne peut gager son indépendance énergétique sur les éoliennes. Donc comment ces écologistes qui respectent la nature ne la respectent pas en ne sachant pas ce que c'est que le vent? Et ben donc, une fois encore, homme à paradoxe, parce que à préjugés, et ils veulent absolument, et ça participe de la reconfiguration de la physionomie de nos pays. Et c'est là que l'on voit aussi toujours l'ivresse de la table rase. Ils s'enthousiasment à cette idée que la France n'aura plus le même visage. On se retrouve dans un instant, le vent a ses caprices que leur raison ne connaît pas, et on se retrouve jusqu'à 14h. Français parle au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on file au soleil du côté de Montpellier avec Serge. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Berkov et bonjour à votre invité. Alors, j'ai une question concernant les programmes des écologistes. On est bien d'accord que l'élément le plus négatif au point de vue pollution, épuisement des ressources pour la planète, c'est bien l'être humain. Dans quel programme soi-disant écologiste, y compris pour mademoiselle Grunberg, retrouve-t-on donc la limitation des naissances au niveau mondial et la capacité de chaque pays indépendant à contrôler le volume de sa propre population? Alors, dans quel programme? Il n'y en a aucun. Moi je voudrais vous répondre quand même sur ce point. Bon, certes, on a même forgé un mot, anthropocène, pour mettre en accusation l'homme. Je crois que c'est quand même plus subtil, il faut être plus nuancé. L'homme, il aménage le séjour terrestre, comme je l'ai dit. Donc on ne peut pas le regarder seulement comme l'ennemi de la nature. Et alors, le facteur démographique, il est important, mais je n'aime guère parce que
il y a tout ce discours chez les écologistes apocalyptiques où il ne faut plus donner la vie, il ne faut plus... J'ai beaucoup de réserves à l'endroit de cela. Je sais pourtant que des gens comme Yvan Roufiol sont beaucoup sur cette ligne démographique et de dire que c'est là le premier facteur. Je ne le nie pas, mais je ne suis pas non plus pour être dans cette alors là ivresse au contraire de ne plus donner la vie et de considérer que ce serait une des solutions que l'on, surtout si vous voulez, des pays. Alors l'Occident est le continent le plus mis en question, il est loin d'être démographiquement le plus menaçant pour l'humanité. C'est clair, donc c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, ne déplaçons pas non plus. Gardons-nous quand même de regarder l'être humain, l'homme, comme prédateur justement et celui. Il y a un pacte à signer avec la nature parce que si vous voulez, c'était ça dans nos civilisations, c'est que on permettait aussi à la nature d'être la plus féconde et de donner le meilleur d'elle-même. Donc il faut se mettre à l'écoute de la nature. Oui, Serge. Oui. Je suis bien d'accord avec vous, madame, pour dire que l'homme n'est pas à considérer comme un prédateur. Le problème est au niveau de la quantité d'êtres humains que notre planète peut supporter. D'accord. Oui, mais alors, Serge, je vois très bien ce que vous dites. Le problème pratique, ça c'est une discussion de fond et c'est légitime. Elle est très légitime. Le vrai problème, il est là, il faut se dire, c'est que qui applique aujourd'hui effectivement des règles démographiques et dans quel pays et dans quel continent. Le problème, vous savez, c'est exactement comme il y a eu quand il y a eu la COP 21. Vous vous rappelez de la COP 21, c'était formidable, on allait établir le niveau de CO2, toute la planète, etc., etc. Puis il y a eu le COP 21, 22, 23, 24, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a eu aucune sanction pour les pays qui n'appliquaient pas ces règles écologiques, qui n'en avaient rien à cirer, comme la Chine et comme d'autres pays. Donc il n'y avait aucune sanction. Donc le problème, c'est que vous allez avoir une espèce de fossé entre ceux qui vont appliquer les lois et ceux qui les appliqueront jamais. C'est tout le problème. Oui, puis bon, c'est quand même le continent africain qui est démographiquement le plus menaçant. Donc, je ne dis pas que ce facteur ne doit pas être pris en compte, tout au contraire, mais en tout cas, il n'est pas le premier coupable en Occident. Oui, mais les écologistes, en particulier français, ne font jamais référence à ce problème. Et pour cause, parce que justement, ça mettrait en question des continents qu'ils ne veulent absolument pas attaquer ou même mettre en responsabilité, puisque la seule chose qui les intéresse, c'est d'accuser le modèle occidental de civilisation, la forme de vie occidentale. Et maintenant, on va dans le Maine-et-Loire avec Anissa. Bonjour Anissa. Oui, bonjour Anissa. Oui, Anissa, FA. Bonjour Berkoff. Alors, je voulais intervenir et j'avouerai aussi au passage l'émission en cours. Donc, moi, je voulais juste dire qu'on aura beau essayer de se débattre, de mener des réformes, tout ce que vous voulez, tant que nous restions dans l'Union européenne, ça ne sert absolument à rien. Quand on voit comment nous sommes entravés, on ne perd plus qu'à y gagner. Nous, on est prêts en France à faire des réformes. Ça, c'est clair, le peuple est prêt à les accepter, mais on n'avancera absolument à rien dans la mesure où l'Union européenne dit stop. Nous devons à chaque fois donner plus et on reçoit beaucoup moins que ce que nous donnons à l'Union. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter les débats stériles et avancer dans le sens où il faut qu'on voit à notre niveau, nous, franco-français, ce qu'on peut faire chez nous en France. Anissa, vous êtes pour le Frexit, vous êtes Frexit? Oui, non, moi je suis absolument, moi je suis. Et vous êtes agricultrice ou quelle est votre? Pas du tout, moi je suis une citoyenne. D'accord, voilà. Non, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se focalise sur nos entreprises locales, françaises. Bien sûr. Ce qui n'est pas le but de l'Union européenne. À un moment donné, on en a vraiment besoin. Non, alors si vous voulez, la seule chose, c'est que... Mais bien sûr, c'est que justement, il faut absolument militer pour une Union européenne, si on entend rester au sein de l'Union européenne, qui ne vire
pas du tout au fédéralisme, mais qui rendent la souveraineté à chacune des nations et la liberté mais ça ne sera pas possible. À chacune des nations de cultiver. Si nous regardons le programme de François Asselineau, ça fait plus de 15 ans qu'il nous tape en disant, que nous sommes poings et mains liés avec l'Europe et l'Union européenne surtout, et on ne peut absolument rien faire sans l'aval et l'accord de l'Union européenne. Donc oui, je suis d'accord avec vous dans un sens, mais dans un autre sens, pour moi, tous ces débats restent stériles. Il faut vraiment qu'on sorte de l'Union européenne. Non, d'accord. Il faut qu'on milite pour la souveraineté nationale, et c'est surtout ça notre premier combat. L'histoire de l'Europe, on le traite très régulièrement, et on en parle très régulièrement, mais de là à dire qu'il n'y a rien à faire sans ça, non. Le problème, c'est attaquons les choses où elles sont, et il y a les choses à traiter, excusez-moi, aujourd'hui, et on l'a traité. Quand vous dites ces débats sont stériles, quand il y a 8 maires écologistes qui appliquent ce qu'ils appliquent dans 8 mairies, ces débats ne sont pas stériles. Alors moi je veux bien Asselineau, on l'a reçu, enfin il n'y a pas qu'Asselineau dans la vie, excusez-moi. Et puis depuis 1992 et le traité de Maastricht, il ne faut jamais dire qu'il n'y a rien à faire. Non, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, il faut absolument s'en faire les gardiens et l'activer. Donc c'est pourquoi aussi nos votes sont capitaux, précisément, pour conduire à la tête de la France des partisans de la souveraineté nationale. On est bien d'accord. Nous passons maintenant du côté de Perpignan avec Claude qui nous appelle. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Je voudrais saluer André Berkoff et surtout remercier Bérénice Levet pour son intervention. Merci. Parce que je voudrais lui dire d'abord que je suis 100% d'accord avec toutes les positions qu'elle a exprimées. Et je relève un des avant-derniers intervenants qui avait l'air finalement de pointer vraiment le problème de la démographie, le problème du nombre. L'homme n'est pas un prédateur, mais il y en a trop. Moi, cette approche-là m'effraie parce que finalement, on va dire quoi ? Il y a trop de gens qui vivent à notre niveau, à nous, occidentaux. Donc c'est là qu'il faut faire. Donc on va réduire, on va à la limite effacer la civilisation de l'homme occidental. Et puis on va faire quoi ? On va retomber 1000 ans en arrière au niveau de développement où sont les autres pays. On va réinventer tout. Et puis nous on aura disparu. Donc je trouve que franchement c'est pas un bon projet. Et la nature n'y gagnera guère non plus de toute façon, parce que sans être, je ne vois absolument pas l'issue dans le déploiement des technologies, mais il n'empêche qu'effectivement on a atteint un niveau de vie dont personne ne doit être privé. Après, ce qui est coupable dans notre modèle de vie, c'est juste ce rapport purement technique, purement quantitatif au réel. Mais c'est pourquoi aussi dans ce livre, j'insiste beaucoup sur le fait que l'écologie ne doit pas être la politique première. Ce qui doit d'abord nous importer, c'est de servir les peuples et les aspirations fondamentales, c'est-à-dire justement le besoin d'enracinement, de fidélité, d'attachement à un lieu. Donc si on repart de la réalité humaine et de ses besoins fondamentaux, on évitera d'être projeté dans cette démesure, dans cette hubris techniciste, parce que l'être humain a d'abord besoin d'un lieu auquel il est attaché, donc d'où l'importance de prendre appui sur la défense des paysages. Je m'attache à ce point où on a beaucoup dit fin du monde contre fin du mois. Moi je dis non, entre les deux il y a fin du monde, fin du mois et fin de leur monde. Et il est très important de prendre en considération les populations qui n'ont pas envie de voir leur monde finir, parce que là pour le coup on a des ressources. Oui, et pas seulement chez nous, et aussi partout, ailleurs, il pour faut que le dire. La diversité du monde soit maintenue, parce que Kundera a cette belle définition de l'Europe, c'est le maximum de civilisation sur le maximum de civilisation sur le minimum d'espace. Mais ce qui est quand même extraordinaire aussi, Bérénice, si on va conclure là-dessus, c'est que ces partisans de la diversité, woke, cancel, genre et compagnie, sont totalement contre la diversité des identités nationales. Exactement. La Pologne, la Hongrie, la Roumanie tient à son modèle de civilisation, on leur tombe dessus, il faudrait les faire sortir de l'Europe. Effectivement, c'est tout, comme pour beaucoup de choses, c'est toujours à proportion variable. Hein. Et je dirais, pour terminer, on a encore un peu de temps, mais je crois quand même quelque chose, allons sur la métaphore de la table rase, et rappelons à ceux qui sont partisans de la table rase que quand on s'assoit
en face d'une table rase, il n'y a rien à manger. Ah bah oui. C'est ça. Non, et c'est ça. Et puis c'est le nihilisme. Anna Arendt avait cette belle définition du nihilisme. C'est justement celui face auquel personne ne vient s'asseoir. La table, en effet, reste vide. Elle empruntait cette image à Brecht. Mais c'est exactement cela. Vous avez raison. Mais en plus, si vous voulez, dans cette ivresse de la table rase, c'est le mot de Sandrine Rousseau. Elle dénonce l'Occident comme une civilisation qui prendrait, utiliserait et jetterait. Et que fait-elle d'autre, sinon de prendre notre civilisation, d'en avoir éminemment profité, de l'utiliser et désormais de la jeter. Donc c'est cette logique-là qui est... C'est vrai, mais Bérénice Levet, vous oubliez que Sandrine Rousseau a une chance formidable de vivre avec un homme déconstruit. Oui, évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Je rappelle le titre de votre livre qui est déjà sorti en librairie et que vous pouvez également commander sur Internet. Et attendez, je crois juste qu'on a un dernier appel. C'est Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Ah Jean-Paul, qu'on avait perdu. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, je voudrais dire que je suis absolument opposé à ce type d'écologie qui nous est proposé. Je pense que si un jour ces gens arrivent au pouvoir, ça sera dramatique pour tout le pays. Parce que d'abord c'est un modèle dont les Français en majorité ne veulent pas. C'est clair. C'est un modèle qui nie la nature humaine et la nature. Nous l'avons dit, oui, court. En effet. Voilà. Donc je trouve ça tout à fait dommageable. Et pour moi, ces gens sont dangereux. Oui, c'est la raison d'être un peu de ce livre, si vous voulez, de savoir quand même à qui nous avons affaire au travers de cette écologie politique et militante. Merci beaucoup Bérénice Levet, merci à tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300 et dans un instant Brigitte Lahaye.